Cherchez l'erreur. De 17 à 18h, Isaac Franco, Gérard Grosjean. Merci à tous et bonsoir. Bonsoir Isaac. Bonsoir Gérard. Bonsoir Fanny. Et Gérard Grosjean est heureux de vous retrouver pour animer avec mon ami Isaac Chercher l'erreur de ce soir. Et permettez-moi de commencer peut-être notre recherche d'erreur par les événements d'hier soir à Tel Aviv, sur le square Rabin, où des milliers de manifestants noirs principalement, mais soutenus par une grande partie de la population, ont commencé une manifestation au départ pacifique contre des violences policières à l'égard de juifs israéliens d'origine éthiopienne. Le détonateur de ces manifestations, de cette colère, a été notamment l'arrestation d'un militaire d'origine éthiopienne par 2 policiers qui l'ont malmené, qui l'ont jeté à terre et qui, s'il n'y avait pas eu un footage d'une caméra sur place, aurait pu largement dégénérer et ce pauvre militaire aurait sans doute subi des sanctions et des gros problèmes, notamment au sein de l'armée. C'est un problème qui est récurrent. Depuis des années, malheureusement, la population d'origine éthiopienne, juifs israéliens, qui a déjà connu des difficultés pour son intégration dès le départ, puisque, souvenez-vous, le grand rabbinat voulait les soumettre à un test de conversion pour les accepter en tant que juifs au titre de la loi du retour. Et si certains cas exceptionnels font souvent la une des gazettes, je parlais notamment d'élections de Miss Israël, de la nomination d'officiers supérieurs dans les unités d'élite de Tsahal, des chercheurs, également des artistes qui sont également souvent mis en exergue, il faut constater évidemment que le gros de la population juive israélienne d'origine éthiopienne stagne, a des gros problèmes d'éducation, de gros problèmes pour le logement, de gros problèmes pour véritablement progresser et trouver sa juste place au sein de la société israélienne. Alors hier soir, c'était un rassemblement de plusieurs milliers d'Éthiopiens qui malheureusement a dégénéré lorsque les manifestants ont quitté la place Rabin, se sont déplacés vers l'autoroute Ayalon qui traverse la capitale du nord au sud, ont bloqué la circulation et ensuite se sont attaqués à la police avec des cocktails Molotov, avec des pierres, avec des bouteilles et on compte une 40aine de blessés. Dont la plupart du côté des policiers, ce matin. Ce matin, le Premier ministre Bibi Netanyahou a reçu des délégations pour essayer d'entamer une explication, un échange de vues. À l'issue de cette réunion, le Premier ministre Netanyahou a révélé qu'il y avait véritablement un problème et qu'il entendait y apporter les solutions adéquates, notamment par la création d'une commission interministérielle dès que son gouvernement sera composé et officiellement présenté au président Rivlin. Voilà, c'était quelque chose d'important, je crois, dont il fallait faire part à nos auditeurs de Belgique, qui évidemment n'ont pas la proximité pour apprécier le clash d'hier soir. Oui, espérons que cette commission interministérielle ne servira pas à enterrer le problème, parce que Israël n'échappe pas à cette abomination du racisme qui jette une lumière peu reluisante sur la société israélienne, qui a elle aussi révélé ce spectre hideux du racisme, problème qui aurait été révélé par l'incident, par le lynchage dont vous parliez tout à l'heure de ce soldat israélien par deux policiers. Il faudra des décennies pour guérir la société israélienne de cette pulsion raciste.
et faire en sorte que les juifs israéliens d'origine éthiopienne trouvent la place qui leur revient dans la société civile. Mais il y a un long travail d'éducation à fournir à tous les échelons de la société israélienne, et en attendant que ce travail d'éducation porte ses fruits, avant que la pédagogie ne porte ses fruits, eh bien, il y a le problème de la répression. Il faut que la loi sévisse durement, sévèrement, afin de punir chaque acte de racisme tel que ceux auxquels on a malheureusement assisté. On va interrompre un instant l'émission parce que Gérard me fait signe par l'image sur Skype qu'il ne reçoit pas le retour, et donc nous allons interrompre cette correspondance par Skype et essayer de revoir notre ami Gérard par voie téléphonique. À tout de suite. Voilà, petit problème technique résolu. Nous avons à nouveau Gérard en ligne. Nous continuons par Skype en espérant que nous n'aurons plus le problème que nous venions de connaître pendant quelques longues secondes. Voilà, à vous Gérard. Voilà, j'espère que vous avez entendu mon exposé concernant la situation à Tel Aviv. Oui, tout à fait. Hier. Et donc, j'attendais la réaction d'Isaac. Donc, je repasse la parole à mon ami Isaac. Voilà, c'est fait. J'avais terminé mon intervention, en tout cas, sur ce problème-là, et je souhaitais, pour rester dans les affaires israéliennes, eh bien, de parler de ce coup de théâtre politique qui est arrivé il y a une heure seulement, 2 heures maximum. C'est la décision du ministre des Affaires étrangères sortant, Avigdor Lieberman, et son parti de ne pas rentrer dans la coalition, et donc en tout cas c'est sa déclaration officielle, et donc de rentrer dans l'opposition, de faire pas participer à la coalition, ce qui laisse évidemment cette coalition que l'on prévoyait pouvoir réunir 67 députés sur les 120 n'en réunirait que 61, c'est-à-dire le minimum. On n'aurait que la majorité simple la plus fragile, la plus aléatoire donc, puisque cette coalition, si c'est la solution qu'aura trouvé le Premier ministre sortant à présenter au président, si c'est la solution et que le prochain gouvernement d'Israël dépendra ou se reposera sur une majorité aussi précaire, aussi étroite de un siège, 61 sièges, ça laisse évidemment cette majorité ouverte à toutes les critiques, ouverte à tous les caprices des uns et des autres, et on pourrait alors voir cette majorité ne pas vivre très très longtemps, même si on peut penser que il chercherait des appuis ponctuels ici ou là en fonction des débats parlementaires. Mais enfin, il y a encore 2 jours seulement qui séparent le formateur, le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, de la fin du temps qui lui a été accordé par le président de l'État, qui était de 28 jours au départ, auquel on a rajouté 14 jours, qui échoit le 6 mai à minuit. Donc, passé ce moment-là, eh bien, le président de l'État, faute d'avoir une solution convaincante pour avoir un gouvernement d'Israël, eh bien, peut confier la charge de former ou de chercher à former une autre coalition à Isaac Herzog, dont le parti avait terminé 2e à la consultation du 17 mars. Il y reste encore d'autres scénarios envisageables qui vont du plus réaliste au moins réaliste. C'est celui d'envisager l'adjonction de partis auxquels nul n'avait pensé jusqu'à présent pour renforcer un peu cette majorité de 61 sièges. Évidemment pas question d'envisager l'adjonction des partis arabes qui ont récolté 13 sièges. Pas question non plus de frapper à la porte du Meretz. Quant à la coalition du centre-gauche, l'autoproclamé camp sioniste, c'est une option qui n'a jamais été envisagée pendant les 40 jours écoulés. Il est peu probable que dans les 2 jours qui restent, eh bien, on remette cette option sur la table et qu'on arrive à former une coalition et tous les problèmes liés à une coalition, à la distribution des portefeuilles, des équilibres des pouvoirs entre les partis. C'est
Il reste très 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 peu de temps. Donc on pourrait même imaginer qu'est-ce qui reste si on exclut le centre gauche. Eh bien, il reste Yeshatid. Et il reste Atnoua, c'est-à-dire le parti de Madame Livni. Or, on se rappellera que ce sont ces deux personnalités qui, à deux, avaient inspiré au Premier ministre la décision de mettre un terme à la vie de son précédent gouvernement qui avait duré 21 mois. Donc, mais voilà. On est là à commenter un événement qui vient à peine de se produire. Il reste 2 jours à peine pour le Premier ministre de trouver une solution et d'être convaincant devant le président de l'État le 7 mai, puisque rendez-vous est déjà pris avec Reuven Rivlin. Alors Isaac, je pense que parmi le public israélien, et il n'y a pas une grande surprise, une surprise énorme, après l'annonce de cet événement, tout d'abord parce que, rappelons-nous, Avigdor Lieberman avait mis tellement de conditions à son entrée dans la coalition, d'abord de conserver ce poste de ministère des Affaires étrangères, ensuite d'obtenir, de se voir offrir la présidence du lobby dans les affaires sociales à la Knesset. Là-dessus, Bibi Netanyahou était entièrement net, il a refusé. D'autre part, ses hésitations, pour ne pas dire c'est son refus, de côtoyer les partis religieux au sein d'une coalition, lui se prétendant beaucoup plus ouvert et militant pour une évolution du mariage, une évolution de la conversion et également pour l'enrôlement des religieux dans Tsahal. Donc il y avait on peut parler d'autre chose que d'hésitation, mais véritablement de réticence de la part de Lieberman, sauf à obtenir ce qu'il avait demandé pour donner son accord. D'un autre côté, Bibi Netanyahou n'était pas prêt à passer sous les exigences, d'autant que le parti d'Avigdor Lieberman avait largement perdu de son influence à l'issue des élections et qu'il n'avait plus le poids politique suffisant pour manifester des exigences aussi élevées. Alors, je crois qu'il faut considérer que maintenant, et d'autre part, un autre élément que j'ai oublié, c'est que les autres partenaires de la coalition envisagée ont déclaré encore hier que Lieberman n'était absolument pas nécessaire. Ils ne voulaient pas voir entrer Lieberman dans la coalition. Alors c'était une position d'autant plus difficile pour Lieberman que de ne pas être accepté facilement par le Premier ministre et non plus par ses partenaires au sein de la coalition. Oui, ça c'est pas surprenant parce que, évidemment, sans Lieberman et avec une majorité aussi étroite de 61 sièges, les partis qui la constituent, qui constitueraient la prochaine coalition, qui serait de 5 partis, au lieu des 6, eh bien, chacun des partis a un rôle accru. Exactement. Puisque ça prive le Premier ministre, eh bien, sur tel ou tel sujet, de s'appuyer sur tel parti, et puis sur tel autre parti. Donc, évidemment, il y a 2 éléments essentiels qui ont fait qu'il y a eu cette décision qui résonne comme un peu comme un coup de théâtre dans le ciel politique israélien. Un petit bémol quand même, il reste 2 jours. Hein. En 2 jours, les coups de théâtre en Israël, c'est le pays des miracles. C'est le pays des miracles, c'est le pays des surprises. Donc, une surprise serait qu'il n'y en ait pas une. Mais enfin, les 2 sujets, les 2 raisons pour lesquelles il aurait claqué la porte et décidé d'engager sa crédibilité et de dire « je ne participerai pas à la prochaine coalition », c'est le problème lié à la Nationality Bill, c'est-à-dire d'inscrire dans les lois fondamentales d'Israël le fait que Israël, l'État d'Israël et l'État-nation du peuple juif, qui ne semblait plus être à l'agenda de la coalition, dans le programme gouvernemental, dans le programme du prochain gouvernement. Et ensuite, comme vous le rappeliez justement, eh bien la crainte, compte tenu des accords qui ont été passés entre le Premier ministre et Judaïsme Unifié Torah, que les réformes qui avaient été déjà engagées par rapport ou à l'égard de la communauté orthodoxe d'Israël en particulier, ou entre autres liées à l'enrôlement des religieux dans Tsahal, que cette réforme serait amoindrie, serait atténuée jusqu'à devenir pratiquement inexistante. Et c'est une des 2 raisons essentielles pour lesquelles Lieberman aurait claqué la porte des négociations et décidé qu'il ne comptait pas, qu'il n'envisagerait pas de rentrer dans cette coalition. Voilà. On est le lundi 4, il est 17h19, très exactement, heure belge. Il reste encore 2 jours, 2 pleins jours, au Premier ministre, dont on connaît la maestria manœuvrière sur le plan politique et trouver des solutions auxquelles personne n'a pensé. En tout cas, 61 sièges. Si
on se trouvera le 6 prochain, après-demain, à la même heure, avec un même résultat, une absence d'autres possibilités, ça laisse une coalition reposant sur une marge très très étroite, ce qui promet un avenir extrêmement précaire et peut-être chahuté et peut-être pas très long, une existence relativement courte pour le prochain gouvernement, et donc le spectre de prochaines élections, il ne serait pas surprenant qu'on en reparle bientôt. Voilà. Alors, si je peux ajouter, Isaac, c'est un autre élément dans la réflexion de Bibi Netanyahou pour la composition de ce nouveau gouvernement, c'est la place faite aux femmes. Et rappelez-vous qu'en l'an 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté une résolution, la numéro 1325, qui appelait les États membres à assurer une égale, je cite, une égale participation et pleine implication dans tout effort pour le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité. Ça veut dire que c'était l'égalité entre les sexes qui devait prévaloir dans toute organisation politique gouvernementale. Et le paradoxe veut qu'Israël ait été le premier pays à faire sienne cette résolution, à l'adopter, et il a les plus grandes difficultés à faire en sorte de pouvoir satisfaire aux exigences de cette résolution. À titre d'exemple, dans le prochain gouvernement envisagé actuellement, il n'y aurait qu'une femme et peut-être 4. Et les noms qui circulent actuellement sont Ayelet Sheked, Tzipi Otoveli ou Gila Gamiel et Sophia Landwehr. Voilà les 4 noms qui circulent. Et j'ai une grande frustration parmi les femmes politiques en Israël, puisque depuis la création de l'État d'Israël, il y a eu une seule femme Premier ministre et 14 femmes ministres, comparées aux 200 hommes ministres pendant la même période. Donc il y a véritablement une inégalité numérique, ce qui est assez frustrant, d'autant qu'il y a un grand nombre de femmes politiques qui peuvent exciper d'une expérience politique, de fonctions également qu'elles ont menées à bien jusqu'à maintenant dans des postes différents. Le dernier point, j'en viendrai maintenant à la Knesset, la 20e Knesset. Alors, la 20e Knesset a ouvert ce matin avec des discours inauguraux qui étaient limités aux nouveaux députés, aux nouveaux membres, en leur offrant un discours d'1 minute pour faire une déclaration inaugurale. Chacun a disposé d'1 minute. Puis, à l'issue de cela, puisque Yuli Edelstein a été reconduit en tant que speaker de la Knesset, puisque aujourd'hui c'est le Herzl Day, il y avait prévu également des discours à la fois du speaker Yuli Edelstein, du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du chef de l'opposition Isaac Herzog. Voilà un petit peu ce qui est au menu politique de la Knesset aujourd'hui. Donc vous avez un peu le spectre gouvernement Knesset en attendant mercredi soir. Un petit commentaire sur ce que vous disiez à propos de la présence des femmes dans le personnel politique israélien. C'est vrai que les chiffres que vous rapportez sont très éloquents d'une société qui est encore très fort marquée par une direction machiste, c'est-à-dire très masculine. Soulignons quand même, ou rappelons à ceux qui n'ont pas cette information à l'esprit, que la présente représentation parlementaire, celle de la 20e Knesset dont vous parliez, compte 29 membres féminins sur les 120, ça fait à peu près 25%. C'est encore insuffisant, on est loin d'une représentation égale entre hommes et femmes, mais on est sur le bon chemin, et nul doute qu'à force d'avoir une représentation croissante des femmes dans la Knesset, on trouvera de plus en plus de femmes également dans l'exécutif. Voilà. Est-ce qu'on peut aborder le problème du Qatar ? Allons-y, bien sûr. Oui. Je consulte la montre pour ne pas empiéter sur les nouvelles. Alors, le Qatar. J'ai appris ce matin qu'un journaliste qui s'appelle Jean-Marie Bourget a écrit un ouvrage intitulé « Le vilain petit Qatar ». Et je dois dire que ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait rire même.
Et d'autant que, puisqu'aujourd'hui, pour, je dirais, authentifier la vente de 24 Rafales de chez Dassault à Qatar, à l'Émirat du Qatar, François Hollande a pris sur lui-même de se rendre sur place, avec le prétexte également d'une réunion du Conseil du Golfe à laquelle il était invité en tant que seul chef d'État occidental, pour aller consacrer cette vente et véritablement lui donner toute la sacralisation possible et imaginable. Bon, soulignons au passage que cette vente, qualifiée aussi, encore une fois, et c'est toujours outré, de vente du siècle, s'accompagne quand même de contreparties qui ont été soigneusement cachées jusqu'à maintenant. Et une des contreparties qui n'est pas négligeable, c'est l'attribution à Qatar Airways de droits d'atterrissage sur des aéroports de Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux, je crois, qui vient directement en concurrence de la compagnie nationale Air France, qui voit ça d'un très mauvais œil parce que Air France est déjà dans des difficultés économiques énormes et ça ne va pas arranger la situation et la compétitivité de cette compagnie aérienne. D'un autre côté, c'est un problème beaucoup plus moral, je crois, et d'honnêteté. Je crois que ce faisant, la France fait preuve d'une hypocrisie bien connue de nous, mais véritablement à ce point véritablement effrayante. Lorsqu'on sait que François Hollande a refusé jusqu'à maintenant la vente du porte-hélicoptère Mistral à la Russie pour des raisons de droits de l'homiste. Et que lorsqu'il s'agit du Qatar, dont on connaît bien le régime dictatorial, dont on connaît bien le soutien aux mouvements terroristes de tout poil, y compris Daesh, lorsqu'on sait que au sein du Qatar, un citoyen français qui était parti travailler là-bas se trouve retenu. C'est donc pour moi un otage et il n'est pas question de le libérer actuellement, et ce n'est même pas au programme des négociations, qu'un poète qatari qui avait eu le malheur d'écrire un poème qui n'avait pas l'heure de plaire à l'émir d'alors avait été condamné dans un premier temps à la peine de mort, commué en prison à 15 ans. Condamné à la prison de 15 ans. Et tenez-vous bien, dans le préambule de l'accord de vente des 24 Rafales, un codicile prévoit explicitement de ne pas faire état, de ne pas parler du tout du sort de cet otage et du sort de ce poète. Donc, dans le codicile de l'accord, on prévoit donc des clauses anti-droits de l'homme. Alors qu'on sait que dans tous les autres accords, il y a une clause vis-à-vis du respect des droits de l'homme qui est insérée, et si cette clause n'est pas respectée, c'est une condition d'annulation de tout accord. Voilà à quoi se livre le gouvernement français et son chef de l'État, c'est-à-dire que le double standard devient le standard de l'État français dans ses négociations politiques et commerciales. Et je crois que c'est avec beaucoup de honte et de rouge au front que j'observe malheureusement ce comportement, malheureusement, qui devient traditionnel. Que le Rafale ne soit pas le Mistral, c'est un fait établi. Oui. Mais replaçons un peu l'information que vous rapportez dans sa perspective. C'est le triomphe de la réelle politique. Chacun fait de la réelle politique. Et la France a une occasion plus unique que rare de trouver sa place dans cette région particulièrement sensible pour ses intérêts, qu'est le Golfe Persique. Il faut savoir une chose, c'est le Conseil de coopération du Golfe qui a lancé cette invitation au président Hollande à participer à ces travaux aujourd'hui 4 mai et demain 5 mai. C'est une invitation tout à fait historique, c'est la première fois qu'un chef d'État non appartenant à la Ligue arabe y participera. C'est un peu pour manifester, c'est un peu pour le Conseil de coopération du Golfe, le CCG, pour manifester sa mauvaise humeur à l'égard des États-Unis dans sa démarche avec les Iraniens. Et donc, serait-ce l'annonce de la transformation de la France en État islamique ? Ce serait, en tout cas, c'est l'ambition manifestée par la France de jouer un rôle plus important dans cette région et de faire pièce au magistère, à l'impérium américain qui jusque-là régnait seul en maître. Et ce que la France veut faire, c'est essayer de trouver une place, essayer de peser dans cette région plus qu'elle ne pèse aujourd'hui. La vente au Qatar de ces Rafales en témoigne, et le fait que le CCG, le Conseil de coopération du Golfe, ait convié le président Hollande les 4 et 5 mai à ses travaux, alors que le 14 et le 15, ces mêmes responsables du Golfe sont conviés à Camp David pour discuter avec le président
président américain de ce que les États-Unis comptent faire pour rassurer ces pays qui craignent l'activisme et l'hégémonisme iranien. C'est dans cette perspective-là qu'il faut remettre cette vente, cette vente du Rafale. C'est pour montrer aux Américains, pour manifester notre mauvaise humeur, nous avons plusieurs moyens de le faire. La France tombe à pic. Il est 17h30 passé de 5 secondes, donc je laisse la parole à Jim pour le rappel des titres. Voilà Isaac, il est 17h passé de 30 minutes et tout de suite c'est l'heure des titres de l'actualité qui seront développés dans le journal de 18h. Le ministre israélien sortant des Affaires étrangères Avigdor Lieberman a annoncé ce lundi que son parti Israël Beitenu et lui-même ne participeront pas au prochain gouvernement. Cet après-midi, un Palestinien de 35 ans a tenté d'attaquer au couteau des civils près d'une station de tramway à Jérusalem, dans le quartier de Givat Sarfatit. Aucun blessé n'a été signalé. Un attentat à la bombe a visé lundi le siège de la sécurité du Hamas à Gaza, après que des islamistes radicaux eurent fixé un ultimatum au mouvement palestinien pour libérer des salafistes récemment arrêtés. Le Premier ministre israélien Netanyahou a appelé ce lundi également à éradiquer le racisme après les violentes manifestations qui ont agité cette semaine la communauté des Juifs israéliens d'origine éthiopienne. Nous nous intéresserons justement dans ce journal à l'histoire de cette communauté d'origine éthiopienne. Et enfin, dans le reste de l'actualité, selon le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, la rédaction d'un accord global sur le nucléaire iranien avance, malgré de nombreuses parenthèses dans le texte qui doit être prêt d'ici le 30 juin. Voilà pour les titres de l'actualité. Il est 17h passé de 31 minutes. Je vous retrouve à 18h pour le journal et je vous laisse avec Isaac et Gérard pour chercher l'erreur. Voilà Gérard, nous reprenons l'antenne après le rappel des titres par notre ami Jim. Donc Jim, vous restez à l'antenne bien sûr pour le grand journal à 18h. Et il faudrait peut-être un peu rester sur cette affaire du Conseil de coopération du Golfe et l'invitation qu'il a lancée à François Hollande. C'est une manière de faire pièce, je le disais tout à l'heure, à l'Amérique et aussi pour les membres de ce Conseil de coopération du Golfe, qui comprend l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Oman, le Koweït, Bahreïn et Qatar, de montrer sa mauvaise humeur à l'égard de l'administration américaine et de sa volonté de signer presque à tout prix un accord avec l'Iran qui fait craindre ces 6 pays pour leur sécurité et leur devenir. Et donc, 10 jours avant que ces responsables du Golfe ne se rendent à Camp David, il y a eu cette réunion aujourd'hui et il y aura cette réunion demain à laquelle est convié le président français. Alors, il est évident que les considérations humanitaires, lorsqu'on parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros et la vente d'un avion qui était jusque-là invendable, c'est évident qu'il résiste peu à ces impératifs de la réelle politique. Restons un peu encore une fois sur cette affaire-là de la coopération du Golfe parce que ça met en évidence un changement très important sur un plan géostratégique, la perspective de voir les 5 plus 1 signer un accord avec l'Iran, ça augmente les craintes, ça renforce les craintes de chacun de ces pays du Golfe quant à leur sécurité, si bien qu'ils font le forcing auprès de l'administration américaine pour obtenir un véritable traité de défense du genre de celui que les États-Unis ont signé avec le Japon ou avec la Corée du Sud. Alors il est très très peu probable, sinon totalement invraisemblable, que les États-Unis consentent à signer un tel traité qui contraindrait les Américains à intervenir dès qu'un de ces 6 signataires du Golfe était attaqué, parce que le Congrès est très très largement pro-israélien et que les congressmen verraient d'un très mauvais œil la signature d'un tel traité avec les pays sunnites du Golfe. D'ailleurs, les pays sunnites du Golfe n'ignorent pas que ce sera extrêmement difficile d'avoir un tel traité. Ils n'y comptent d'ailleurs pas vraiment. Et c'est la raison pour laquelle ils exigent, ou ils attendent en tout cas du gouvernement américain, de l'administration américaine, des armes de dernière génération, les plus performantes qui soient. Entre autres, le F-35 américain qui a été vendu dans cette région à 2 seuls pays, Israël et la Turquie.
là aussi, ils risquent de ne pas avoir satisfaction, ces pays du Golfe, parce que, pour accepter cette vente d'armes extrêmement sophistiquées à ces pays-là, il faudrait en passer par un accord du Congrès qui émettrait les mêmes réserves que pour un traité de défense et qui dirait non, il faut garder à Israël, il faut toujours assurer à Israël un avantage qualitatif. Et sur un plan militaire, et si on vend des armes, les mêmes armes à l'Arabie Saoudite et à ses petits copains du Golfe que celles que l'on vend à Israël, cet avantage qualitatif s'effacerait, ou en tout cas serait considérablement amoindri. Donc, voilà où on se trouve aujourd'hui dans ces négociations, et voilà qui nous permet d'un peu mieux comprendre ce que vous rapportiez de cet accord, de cette signature de vente d'armes de la France au Qatar. Il y a aussi en arrière-plan une information importante qui a été peu analysée, peu répercutée dans les grands médias. C'est une véritable révolution de palais à Riyad, en Arabie Saoudite. Passons sur le fait qu'il y a quelques mois seulement, il y a eu l'avènement sur le trône du nouveau roi, le roi Salman, qui dans un premier temps avait désigné un prince héritier, le prince Moukrin, de 69 ans, et qui est revenu sur sa décision pour désigner le prince Mohammed bin Nayef, qui a 55 ans seulement, et aussi pour désigner au titre de prince héritier en second ou vice-prince héritier, rien moins que prince Mohammed bin Salman, qui n'a que 30 ans. Alors le premier, bin Nayef, qui a 55 ans, lui, il garde ses prérogatives de ministre de l'Intérieur. Le second, qui a 30 ans, c'est un peu le général en chef de l'intervention de la coalition sunnite au Yémen, et qui, lui, garde son ministère de la Défense. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite a trois craintes, trois problèmes à traiter en même temps, et ce qui fait qu'il y a eu ces changements, ces mutations, ces nominations et ces écartements du pouvoir de certaines personnes comme le prince héritier Moukrin, c'est d'abord le danger iranien, comme on le disait tout à l'heure, les organisations terroristes qui menacent chacun de ces pays dans leurs institutions, et puis cette idée que les pays du Golfe se font quant à la fiabilité désormais des États-Unis. Et dernier élément intéressant à analyser, c'est qu'un accord avec l'Iran va sans doute provoquer une nouvelle baisse des prix du pétrole sur le marché, ce qui veut dire que, il risque d'y avoir moins de recettes financières pour chacun de ses producteurs, donc une instabilité politique dans le pays. Et on remarque que 93 personnes ont été arrêtées ces derniers jours appartenant à des cellules terroristes islamistes, donc extrêmement radicales, dont 60 personnes sont des citoyens ressortissants de l'Arabie Saoudite. Et donc, il y a un danger sérieux de printemps arabe en Arabie Saoudite. Et enfin, dernière information, c'est que le ministère des Affaires étrangères est aux mains et c'est une grande première, d'Adel Al-Jubeir, qui est aussi relativement jeune, qui est le protégé du roi Salman, mais c'est le tout premier ministre des Affaires étrangères dans l'histoire du royaume qui n'appartiennent pas directement à la famille royale. Ça veut dire que, on est en train, avec ces nominations de jeunes hommes, 55, 30 ans, 50 ans, sortir de cette gérontocratie saoudienne et sortir de cette exigence qui faisait que jusqu'à présent, pour avoir la voix de l'Arabie Saoudite, il fallait que ce soit un membre de la famille royale. Ça n'est plus le cas, et pas n'importe qui, le ministre des Affaires étrangères. Alors, vous évoquiez à l'instant l'accord entre les 5+1 et l'Iran. Je pense que désormais, il y a un libellé qui le considère comme un consensus de Lausanne. Il est clair, ce n'est pas un accord stricto sensu, et qu'il doit faire l'objet d'une rédaction, doit faire l'objet d'un accord formel et qui sera ensuite enregistré avec la date limite du 30 juin, et qu'il faut bien se dire que les pays voisins du Golfe se méfient énormément de ce genre d'accord qui n'est pas formalisé et qui, même lorsqu'il est formalisé, n'apporte aucune garantie quant à son application stricte et
honnête. Alors, c'est peut-être également le problème qui se pose, parce que les États-Unis ont demandé à la France, qui avait bricolé, j'utilise bien le mot bricolé, une résolution sur l'avenir des relations israélo-palestiniennes, de lui demander de patienter, de demander à M. Fabius de ronger son frein et d'attendre jusqu'après la formalisation de l'accord États occidentaux et Iran du 30 juin, avant de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies ce texte. Il est clair que ce texte, pour l'instant, considéré par les autorités israéliennes, est totalement inacceptable, puisqu'il ramène aux frontières de 67, de 49 même, avec l'abandon de Jérusalem-Est, le retour des réfugiés, j'en passe, et tout ce qui était demandé par l'autorité palestinienne est accepté sans contrepartie. Donc je crois que c'est peut-être encore une façon de mettre de l'huile sur le feu dans les relations actuelles. Même si l'on peut noter actuellement que Mahmoud Abbas a mis une pédale douce à ses revendications formelles et sa politique de propagande à l'égard de la population palestinienne, mais ceci est évidemment un élément à prendre en considération dans l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. Alors, ce que vous rapportez, ça montre une chose, c'est que l'administration américaine ne pouvait pas mener les deux dossiers ensemble. C'est-à-dire le dossier iranien, sans perdre l'assentiment du Congrès, puisque, on l'a dit tout à l'heure, il faudra que tout accord qui sera ou serait signé le 30 juin passe devant le Congrès pour examen. Une petite remarque à cet égard, c'est qu'en principe, la Constitution exige que pour la signature d'un traité ou un accord de cette nature, les 2/3 du Congrès. Majorité 2/3. Les 2/3 du Congrès pour valider un traité ou un accord de cette nature. Or ici, la résolution qui a été votée par la Commission des Affaires étrangères du Sénat, la résolution Cork-Cardin, elle dit un peu le contraire, c'est-à-dire il ne faut pas 67 sénateurs pour valider l'accord du 30 juin, il faut 2/3 pour ne pas le valider. C'est tout à fait différent, ce qui veut dire qu'il suffit pour le président de réussir à rameuter 34 sénateurs, c'est-à-dire pour ceux qui le dénonceraient 66, pour que, en réalité, le Congrès valide, par la force des choses, valide l'accord du 30 juin. Donc c'est un vice de forme qui, en réalité, place le président dans une situation extrêmement confortable, puisqu'il suffit que 34 sénateurs sur les 100 acceptent les termes du traité pour que, même s'il y a 66 sénateurs qui s'y opposent, ça ne suffit pas, puisqu'il faut 2/3 des sénateurs pour s'y opposer, alors que la Constitution exige les 2/3 des sénateurs pour le valider. C'est subtil. C'est un tour de passe-passe très habile de la part extrêmement habile de l'administration américaine. Donc, l'administration américaine, manifestement, a pris note qu'elle ne pouvait pas mener ces deux dossiers à la fois, qu'elle ne pouvait pas perdre non plus des sénateurs démocrates sur l'affaire, sur les relations entre Israël et les Palestiniens, si les Français présentaient maintenant au vote du Conseil de sécurité une résolution qui déplairait à Israël. Donc, l'administration américaine prend note du fait qu'elle a besoin d'abord de signer un accord avec l'Iran pour lequel elle a confiance, c'est-à-dire de ne pas avoir plus que 66 sénateurs qui marqueraient leur opposition à la signature d'un accord avec l'Iran. Mais c'est un nombre qui pourrait croître si le président donnait le feu vert aux Français pour présenter cette résolution contraire aux intérêts d'Israël et qui pourrait alors fâcher des démocrates qui seraient prêts à appuyer le président sur l'affaire iranienne, mais qui ne seraient pas prêts à le suivre sur une telle résolution contraire aux intérêts d'Israël. Donc, ils ont envoyé un message au Quai d'Orsay disant que gardez votre projet de résolution sous le coude au moins jusqu'au 30 juin, plus 42 jours, ou 52 jours, c'est-à-dire les 30 jours de négociation du Congrès pour discuter de l'accord du 30 juin, plus les 12 jours, plus les 10 jours, 52 jours, ça nous porte à la fin pratiquement du mois de août. Et donc à la nouvelle session du Conseil de sécurité après les vacances de cet été. Donc à la rentrée du Conseil de sécurité, ça nous placerait alors au mois de septembre, une résolution
qui, comme vous le rappeliez, fait la part belle à toutes les revendications palestiniennes, puisqu'il s'agit effectivement de donner un cadre extrêmement rigide aux futures négociations bilatérales entre Israéliens et Palestiniens, telle enseigne qu'on ne voit pas très bien ce qu'il y aura encore à discuter, puisque tout serait déjà dans ce cadre-là, c'est-à-dire un retour à ce qu'ils appellent très très improprement, on ne le soulignera jamais assez, aux frontières de 67, c'est-à-dire, vous avez raison, les frontières de l'armistice de 1949, une situation juste et équitable pour ce qu'ils appellent encore improprement les réfugiés, puisqu'il s'agit plus d'enfants et petits-enfants de réfugiés que de réfugiés. Jérusalem-Est, c'est aussi une appellation très impropre, puisqu'elle comprend le nord, le sud et les quartiers orientaux de la capitale israélienne, qui deviendrait capitale palestinienne. Donc on voit que c'est ça les paramètres qui seraient imposés à Israël, un véritable diktat, mais un diktat qui signifierait exactement le contraire du sionisme, puisque le sionisme, c'est s'affranchir de la tutelle des autres, s'affranchir du diktat des autres et des décisions prises par les autres sur les destins des Juifs. Le sionisme, c'était précisément s'affranchir de cela, et donc décider pour soi. Ce serait une véritable catastrophe pour Israël, bien évidemment, mais le président a bien l'intention, après avoir terminé de mener cette affaire iranienne à son terme, c'est-à-dire de signer un accord à tout prix, eh bien, de s'en prendre à sa prochaine cible, celle qui a hanté ses nuits et ses jours depuis 6 ans et demi maintenant, c'est Israël. Ne doutez pas un instant qu'il ne l'a pas oublié. Alors un autre élément, parce que d'ici le 30 juin déjà, il y a de multiples possibilités, éventualités dans les relations internationales. Dans le Golfe Persique, figurez-vous que les autorités iraniennes ont arraisonné un bateau battant pavillon des îles Marshall, donc sous la tutelle des États-Unis. Oui. Qui l'ont amené au port et ce bateau est pour l'instant en état d'arrestation. Les États-Unis n'ont pas réagi avec la vigueur que l'on peut attendre normalement de la part des États-Unis, qui est l'armateur désigné d'un tel navire, qui fait peser un danger sur le franchissement des détroits, tellement important pour l'approvisionnement pétrolier, pour l'approvisionnement en matière et pour l'approvisionnement de la Méditerranée aussi, n'oublions pas. Et il est clair qu'à ce stade, Barack Obama doit réfléchir à la nature de la riposte qu'il doit apporter. Tout en essayant de continuer à faire du sourire aux ayatollahs, il risque de mettre en péril toute la circulation maritime dans cette partie du monde et également l'approvisionnement pétrolier, n'oublions pas. Pétrolier parce que, rappelons 2 chiffres, 40% du trafic pétrolier passe par le Golfe Persique, 40% tous les jours, et 25% gazier. C'est énorme. Donc c'est véritablement le cœur du monde industriel, c'est le poumon. Et confier la garde, donner les clés du Golfe Persique à l'Iran, bien, on en vient d'en avoir un avant-goût, avec l'arraisonnement en effet du Marsk Tigris qui voguait sous pavillon des îles Marshall. Alors les îles Marshall, c'est un archipel qui a acquis son indépendance en 1986 seulement. Et un des termes des accords qui ont été pris puisqu'avant ils dépendaient des États-Unis, c'est que désormais la défense et la sécurité des îles Marshall est assurée par un traité avec les États-Unis. Donc les États-Unis sont responsables de la sécurité des îles Marshall. Alors qu'on n'a pas entendu de condamnation formelle de la Maison-Blanche après l'arraisonnement du Marsk Tigris par la marine iranienne. On ne l'a pas entendu. Et cette absence de réaction de la part de l'administration américaine a été très très remarquée par le Conseil de coopération du Golfe, qui se demande, eh bien, si vous avez un tel accord de défense des îles Marshall, et il s'agit d'un acte de guerre, l'arraisonnement d'un navire n'est rien moins qu'un acte de guerre lancé par la République islamique d'Iran, non pas aux îles Marshall, mais à ceux dont la sécurité échoua, c'est-à-dire aux États-Unis. Et les États-Unis n'ont pas condamné. Les conseils de coopération du Golfe se demandent alors quel type de confiance ils pourraient avoir dans les États-Unis lorsqu'ils voient qu'un accord qu'ils ont avec les îles Marshall depuis 1986 n'est pas respecté, ne fait pas même l'objet d'une grosse fâcherie de l'administration américaine à l'égard de l'Iran, qui montre par là
qui montre par là simplement qu'elle peut faire la pluie et le beau temps dans le Golfe Persique. D'autant que l'incertitude demeure également de l'autre côté du Golfe avec la situation au Yémen, oui, où les Houthis poursuivent leur agression contre le gouvernement légal, les autorités légales du Yémen, et que malgré les interventions d'une coalition menée par l'Arabie Saoudite, à laquelle s'était joint le Qatar notamment, et les Émirats, la situation devient toujours de plus en plus dangereuse et risque de perturber fortement le trafic. Le Yémen rejoint ce nombre de plus en plus large de pays arabes faillis. Je veux dire, il n'y a pas un Yémen, il n'y en a pas deux, il y en a au moins trois. Il n'y a pas une Libye désormais, il y en a au moins deux. Il n'y a plus de Syrie, il y en a au moins deux ou trois. Il n'y a plus d'Irak, il y en a trois. Et donc on voit que toutes ces constructions politiques sont en train de se lézarder, sont en train de s'effondrer. Et ce à quoi on assiste au Yémen, c'est une libanisation ou une somalisation du pays entre factions opposées, chiites contre sunnites, et même certains sunnites qui se joignent aux chiites contre le pouvoir du président Hadi. En Libye, c'est la même chose. On le voit avec les conséquences sur le flux des migrants qui traversent la Méditerranée pour les côtes du sud de l'Europe. La Syrie s'enfonce pratiquement sans recours dans une guerre civile qui pourrait devenir sa manière d'être. Quant à l'Irak, il est déjà entièrement satellisé par l'Iran, avec une exception pour les Kurdes qui semblent jouir d'une autonomie de plus en plus large. Et en fait, ça arrange très bien les Iraniens, cette affaire-là. Les Iraniens font mine de combattre l'État islamique en Irak, mais ils le combattent jusqu'à un certain point. Il faut que l'État islamique pour l'Iran reste actif et une menace pour l'Irak pour justifier la présence de l'Iran en Irak. C'est très cynique, mais en réalité, l'Iran ne veut pas une défaite de l'État islamique, parce qu'avec une défaite de l'État islamique, il n'y a plus de raison pour l'Iran d'être présent. Et c'est un peu la même chose pour la Syrie. L'Iran n'a pas du tout non plus intérêt ou l'objectif de rassembler l'ensemble des provinces syriennes pour que le pays redevienne ce qu'il était avant le début de la guerre civile. Il lui suffit que le régime d'Assad, alawite, qui bénéficie de son soutien, résiste dans certaines zones qui permettent à l'Iran d'avoir cet accès à la mer Méditerranée, à la Méditerranée orientale, pour que ça suffise à son bonheur. Et c'est exactement ce qui se passe. Assad n'a plus la prétention de reprendre le contrôle du nord ou du sud du pays. Il règne dans les régions de Homs, de Hama, dans la capitale Damas, jusqu'à Latakia. Le contrôle par le régime alawite de cette bande de terre permet à l'Iran d'avoir cet accès à la mer. Ça suffit à son bonheur, ce qui veut dire que ces pays-là sont fragilisés pour très 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 longtemps, sinon à jamais. On voit peu de perspectives de rétablissement d'un pouvoir étatique central qui ressemblerait à celui qui a été avant le printemps arabe. Et le grand vainqueur de cette affaire-là, le grand vainqueur donc de toute cette affaire-là, c'est l'Iran, parce que il combat les ennemis de ses alliés jusqu'à un certain point. C'est encore une réelle politique, bien sûr, à la sauce iranienne. Ah oui, tout à fait. Alors, je voudrais faire état également de quelque chose d'assez curieux, c'est-à-dire que pour l'attribution du prix du Pen Club aux États-Unis, qui pensait pouvoir attribuer ce prix à Charlie Hebdo, compte tenu de l'attentat qu'il a visé au mois de janvier et au titre de la liberté de la presse, 145 écrivains américains se sont élevés contre l'attribution de ce prix à Charlie Hebdo. Alors, est-ce que l'Amérique libérale, l'Amérique ouverte, l'Amérique amoureuse de la paix et des libertés, est-ce que cette Amérique est morte ? Morte, non, mais il y a des pans entiers qui s'européanisent, dont l'esprit s'européanise à vitesse grand V. Alors ça, c'est pas beaucoup, 145 membres de ce Pen Club, puisqu'ils constituent 4% seulement. Mais c'est symptomatique. C'est symptomatique d'une manière de s'auto-censurer.
voyez-vous, parce que, alors ça n'empêchera pas Charlie Hebdo de recevoir ce prix, cette distinction de la part du Pen Club, mais il y a eu 6 de ces écrivains qui ont fait une lettre ouverte, qui a été co-signée, une sorte de pétition, qui a été rejointe par 139 autres, 139 plus 6, ça fait les 145 dont vous parliez, pour s'élever contre l'attribution de ce prix à Charlie Hebdo, que ces 145 rédacteurs et signataires considèrent être rien moins que de l'islamophobie. Effectivement, la liberté d'expression, le free speech aux États-Unis en prend un coup. On l'a vu d'ailleurs avec la difficulté qu'il y a désormais à organiser. Vous avez vu ces caricatures au Texas où on a fait une espèce de raout qui réunissait l'ensemble des caricaturistes américains invités à plancher sur le prophète. Il y a eu un attentat, une tentative d'attentat, et les 2 attentateurs potentiels ont été abattus par la police. Donc on voit que le problème s'étend. Et cette terreur ou cette invitation qui est faite à se taire et à s'auto-censurer, eh bien, elle vaut aussi bien en Europe qu'aux États-Unis désormais. Alors, un autre élément interpellant, et je dirais que personnellement je déplore, c'est que la plaque commémorative d'Ilan Halimi à Paris, le mémorial Ilan Halimi, a été détruit, vandalisé. Et c'est à se demander, évidemment sans attribution d'auteur, mais enfin voilà quelque chose de véritablement consternant. Maintenant que l'on sait grâce au cinéma, parce que c'est pas par la justice qu'on a obtenu les détails, mais c'est grâce au cinéma que l'on sait ce qui s'est passé, l'horreur qu'a subi ce pauvre Ilan Halimi, et je dirais la symbolique que cet attentat porte en lui. Donc c'est quelque chose de véritablement consternant. Sur un plan symbolique, c'est énorme ce qui est arrivé. On n'en a pas parlé, mais c'est que le mémorial commémorant la mémoire de ce malheureux qui a été persécuté, qui a connu un chemin de croix absolument épouvantable, une lente mise à mort qui a duré des semaines, un supplice, 24 jours, un véritable supplice, et qui est mort juste après avoir été retrouvé près des rails de chemin de fer dans la banlieue parisienne, que ce mémorial ait pu être vandalisé dans cette même banlieue parisienne, plus précisément à Bagneux. C'est absolument consternant qu'on s'en prenne non seulement à la vie d'un homme lorsqu'il est encore parmi nous, parmi les vivants, mais qu'on s'en prenne également à ceux qui commémorent son passage sur Terre, que même les morts n'ont pas de repos, que même leur mémoire est assaillie, agressée. Ça en dit long sur le cancer qui, de plus en plus, mange le corps social. Il faut ici une réaction très très énergique des pouvoirs publics. Il y a déjà un plan en France pour la lutte contre l'antisémitisme qui est devenu, on le sait tous, une véritable cause nationale. On regrettera, et on l'a déjà largement dit ici dans notre émission, que ce plan de lutte contre l'antisémitisme ne prévoyait pas le respect par les grands médias d'un cahier des charges obligeant ces derniers à un respect de l'objectivité et du fait. Rassurons-nous, Isaac, le mémorial à Stéphane Hessel est toujours en vie. Ah oui, mais il risque rien, lui. Et il risque rien, croyez-le. Alors, on peut peut-être achever cette session de Chercher l'erreur ce soir avec un rappel que l'ancien président américain Jimmy Carter est venu faire effectuer une visite à Ramallah, à l'autorité palestinienne, et à l'occasion de laquelle il a délivré un certain nombre de messages tout aussi abscons que ceux qu'il délivrait déjà du temps de son mandat. Oui, vous parliez tout à l'heure de Stéphane Hessel. Eh bien, voilà un autre qui n'en finit pas de sombrer dans la déchéance et dans l'indécence. Pour reprendre un mot cher à Stéphane Hessel, c'est l'ex-président américain démocrate Carter qui était en visite en Israël et dans les territoires sous administration palestinienne, que ni le président Rivlin ni le premier ministre israélien n'ont voulu recevoir ou rencontrer, mais qui s'est fondu d'une déclaration pour le moins cartérienne, puisqu'elle a déclaré que le Hamas veut la paix, mais pas Israël, et que partant de ces prémices, rencontrer le Premier ministre serait pure et simple perte de temps. Alors c'est peut-être cartérien, mais ce n'est pas cartésien. Non, pas du tout, en effet. C'est tout simplement indécent. Voilà, il est 17h59. Voilà. On va écoutez, je crois que pour ce soir, nous allons abandonner nos auditeurs jusqu'à la semaine prochaine. Tout à fait. Je pense qu'à 18h30, il y a l'émission Rencontre qui va être un nouveau rendez-vous avec nos auditeurs. Et nous vous souhaitons une bonne semaine
et à la semaine prochaine. Au revoir. Bonsoir. À la semaine prochaine.